30 minutes ensemble pour revenir sur les temps forts de l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Bonsoir et bienvenue sur Noah pour un nouveau numéro de 20h, le rattrapage, et bienvenue à notre invité Bernard Lachaise. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, spécialiste de la politique, de l'histoire politique française, en particulier du gaullisme. Et vous venez de publier un ouvrage, Juppé-Bordeaux, 1995-2019, paru aux éditions Confluence. Alors c'est un ouvrage fruit d'un travail collectif qui retrace l'histoire du presque quart de siècle d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux. Et c'est d'ailleurs le dernier volet d'une trilogie sur les maires bordelais. Bordeaux, en fait, c'est un peu le synonyme de longévité pour ces élus. Oui, il se trouve qu'au XXe siècle, 3 maires de Bordeaux occupent quasiment tout le siècle. Adrien Marquet, entre 1925 et 1944, Jacques Chaban-Delmas, de 1947 à 1995, et Alain Juppé jusqu'en 2019. Alors, une longévité comme celle d'Alain Juppé n'est pas exceptionnelle dans les grandes villes françaises actuellement. Martine Aubry ou Gérard Collomb avant ou Jean-Marc Ayrault ont des longévités à peu près identiques, mais sur la succession, disons, de ces 3 maires avec une telle durée, ça c'est assez exceptionnel en France. Alors nous aurons le temps dans cette émission d'en parler plus longuement. Alors avant cela, on va revenir sur l'actualité de la semaine sur laquelle je vous propose de poser votre regard ce soir. Une semaine marquée par les annonces de Jean Castex lundi. Nouveau tour de vis pour les patrons de discothèques contraints de fermer leurs établissements, et puis un coup d'arrêt économique pour le secteur de l'événementiel. Rencontre à Poitiers avec ses professionnels. Et Bernard Lachaise, on se retrouve juste après ce premier reportage. Un choc psychologique pour les propriétaires des discothèques. L'annonce de la fermeture pendant 4 semaines qui impacte les fêtes de fin d'année est vécue comme une injustice. Les bars à ambiance musicale restent ouverts et ils font exactement le même métier que nous en termes de discothèque. La seule différence, c'est qu'ils ferment un peu plus tôt, c'est-à-dire sur Poitiers en l'occurrence, ils ferment à 2h du matin, voire 3h du matin. Mais on peut imaginer que des clients qui arrivent à 22h, 23h dans ces bars-là, qui font la fête jusqu'à 2h, 3h du matin, le niveau de risque est le même que dans une discothèque où les clients arrivent à minuit et sortent à 5h. Pour Jérôme Lacroix, la fermeture des discothèques représente un symbole pour le gouvernement. Il permet un accord avec le Conseil sanitaire et les compensations financières ne représentent pas un coût très onéreux. Un sentiment partagé par l'entreprise Tardivon. Ce traiteur assure habituellement les repas de fin d'année pour des centaines de personnes. Mais cette année encore, les soirées n'auront pas lieu. Les dernières annulations arrivent ce matin, de toute façon, avec encore un arrêt, mais qui n'est pas franc. Qui n'est pas dit clairement ou qui n'est pas imposé, voilà, qui joue sur la responsabilité de chacun. Donc on se retrouve encore un petit peu coincé entre deux feux. L'activité en cuisine de ce jour est intense, mais elle ne va pas durer. D'ici quelques jours, le travail va s'arrêter. Et pour les clients qui avaient maintenu leur commande, le service a été adapté. Ça devait être un cocktail dînatoire qui s'est transformé en box individuelle. Avec cette fermeture, les problèmes de trésorerie risquent de s'amplifier dans ces 2 secteurs, d'autant plus que ceux qui ont contracté des prêts garantis par l'État devront les rembourser à partir d'avril prochain. Bernard Lachaise, quel est votre regard, votre point de vue d'historien sur toutes ces mesures coercitives ? Alors elles sont effectivement difficiles, mais je pense à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui figure dans le préambule de notre Constitution et où l'article 4 indique que la liberté, c'est le droit de tout faire, ce qui ne nuit pas à autrui. Et je pense que si la vaccination est contraignante pour tout le monde, il faut aussi penser à la liberté de ceux qui soignent les malades, notamment dans cette épidémie qui est quand même assez exceptionnelle. Et par conséquent, avoir un respect aussi de l'autre. Donc je suis effectivement favorable au vaccin, qui n'existait pas lors de précédentes épidémies comme celle de la grippe de Hong Kong en 1968-69 ou celle de la grippe espagnole au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et il faut quand même avoir en tête effectivement ce chiffre de 121 000 morts. 121 000 morts à l'heure actuelle, ça représente à peu près 20% des morts français pendant la Seconde Guerre mondiale.
et à peu près 30% des morts de la grippe espagnole. Donc c'est quand même souvent énorme. Aussi que pendant l'épidémie de grippe espagnole, on a pris des mesures, on a fermé les écoles, les théâtres, et aujourd'hui on a l'impression de vivre quelque chose de jamais vu, alors que ça s'est déjà produit. Alors nous, on ne l'a pas vécu, nous n'étions pas là, mais... Bien sûr, mais voilà, le temps qui s'est écoulé est très long, on oublie, mais ces accusations de liberticide pour toutes ces mesures qui sont prises, c'est vrai qu'elles sont très contraignantes en même temps. Ce qui aurait pu être pris dans les années, par exemple, de la grippe espagnole, ces mesures, elles n'étaient pas compensées par des soutiens, des aides économiques. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a eu des efforts. Alors on peut toujours penser qu'il pourrait y en avoir plus, mais en tout cas, il me semble que le rapport, disons, entre la perte de liberté et le danger que représente cette épidémie, dont nous ne sommes pas sortis, devrait être pris en compte et aider chacun à comprendre, disons, ces atteintes à notre liberté, qui est chère à tout le monde, pas plus aux uns qu'aux autres. Alors, vous l'avez dit, Bernard Lachaise, l'une des différences, c'est qu'il n'y avait pas de vaccin à l'époque de la grippe espagnole. Alors, on va revenir en 2021. Face à la 5e vague de Covid-19, les autorités de santé multiplient depuis quelques semaines la réouverture des centres de vaccination. À Bordeaux, un centre sans rendez-vous a été installé cette semaine dans un centre commercial, un espace qui, vous allez le voir, a vite été pris d'assaut. Dès l'ouverture ce matin, un vif succès et une file d'attente pour le centre de vaccination sans rendez-vous du centre commercial Mériadec. Il vient d'ouvrir après celui de Bordeaux-Lac. J'ai su par la radio qu'il y avait un centre Mériadec, donc je suis venue tout de suite. De toute façon, je suis prioritaire, j'ai plus de 65 ans. Je suis venu par hasard faire des courses. J'ai vu centre, alors je me suis dit pourquoi pas tout de suite. Voilà. J'avais pris un rendez-vous sur Doctolib que je vais annuler. J'ai Internet qui marche pas très bien. Donc ouvrir dans un centre commercial, je trouve que c'est très bien. Mériadec, c'est un centre commercial de centre-ville. Il est impliqué dans la vie de la ville et du quartier. On est un lieu très accessible pour tous, en tram, à pied, en voiture. Donc l'idée, c'était de contribuer à la lutte contre l'épidémie en proposant ce centre. Ici, 4 lignes de vaccination fonctionnent avec des infirmières de la Croix-Rouge et libérale. 400 vaccinations par jour avec le Moderna pour les plus de 30 ans, peu importe le vaccin précédent. Le Pfizer et là maintenant c'est le Moderna. J'ai envie de garder ma petite liberté, donc je fais la 3e dose. Depuis le 25 novembre, les premiers centres de vaccination ont rouvert. Des vaccinations qui s'accélèrent aussi depuis la prise de parole de Jean Castex. On faisait 30 000 vaccinations en Gironde par semaine. Depuis les annonces, on est passé à 50 000. Et la semaine dernière, on a fait 81 000 injections sur la Gironde. Et il y a plus de 50% de ces injections qui sont réalisées par les pharmaciens, par les médecins traitants, par les infirmiers à domicile. Donc c'est vraiment, ça se complète, les centres de vaccination, mais beaucoup la médecine de proximité. Un autre centre de vaccination sur rendez-vous va ouvrir la semaine prochaine, quai des Marques à Bordeaux. Une réaction là-dessus, Bernard Lachaise. Beaucoup dénoncent une obligation vaccinale déguisée. Comment expliquer qu'en Europe, des pays imposent le vaccin et qu'en France, on soit obligé de passer par d'autres moyens ? Alors, il y a des raisons culturelles, sans doute. Le peuple français, qui a fait plusieurs révolutions, qui est rebelle très souvent, accepterait sans doute moins une vaccination obligatoire. Ça, c'est la raison sans doute profonde. Il y a aussi des raisons conjoncturelles. Nous sommes proches d'une élection présidentielle et je pense qu'en France, prendre une telle mesure actuellement susciterait de gros débats et serait sans doute très mal perçu. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le gouvernement ne prend pas cette décision, qu'il prendrait sans doute si l'épidémie continuait à progresser de façon fulgurante. On va changer de registre, vous parlez de présidentielle, on va parler de politique. Vous êtes au cœur de l'actualité cette semaine, puisqu'hier est sorti votre ouvrage Juppé 1995-2019, paru aux éditions Confluence. C'est le fruit d'un travail collectif avec des historiens, mais aussi avec notre confrère journaliste de Sud-Ouest, Benoît Lasserre. Et ensemble, donc, vous proposez une plongée dans les années Juppé à Bordeaux, et sous plusieurs angles, politique, économique, culturel et religieux. Première question, comment est-ce que vous avez mené tout ce travail de recherche ? Alors nous avions envisagé effectivement de compléter les ouvrages déjà réalisés par presque la même équipe
sur Adrien Marquet donc, et sur Jacques Chaban-Delmas. Nous avions préféré finalement attendre qu'Alain Juppé ait terminé son mandat, donc sans doute après 2020, c'était le projet initial. Bon, les choses se sont un petit peu accélérées à ce moment avec sa démission donc en 2019. Comment avons-nous procédé ? Eh bien, nous avons décidé, enfin l'équipe d'historiens et Benoît Lasserre, donc, de retenir comme auteurs des spécialistes et des gens qui connaissaient bien chacun leur domaine. Et nous avons privilégié cette approche effectivement thématique, donc l'économie, le culturel, le religieux, etc. Et pas chronologique. Pas chronologique, voilà. Alors dans la partie politique, nous avons évidemment respecté la chronologie pour aller de la première élection un peu difficile jusqu'en 2019. En revanche, pour l'ensemble de l'ouvrage, il nous paraissait plus pertinent de voir tous les chantiers qui avaient été ouverts par Alain Juppé, ou tout ce qui avait pu marquer ce presque quart de siècle, à l'exception des 2 années donc, d'Hugues Martin, où quand Alain Juppé, condamné, donc inéligible, avait dû quitter la mairie de Bordeaux en 2004. Il a donc cédé la place à Hugues Martin jusqu'en 2006. Donc on a privilégié voilà, l'approche des différents secteurs pour essayer de voir en quoi, finalement, il avait marqué la ville de Bordeaux. Et alors justement, en quoi il a marqué cette ville ? Parce qu'on le surnomme souvent le maire bâtisseur, mais il n'y a pas que ça. Alors, le maire bâtisseur, c'est évident. Hein, tout Bordelais qui vit à Bordeaux et qui a connu les années Jacques Chaban-Delmas et les années Juppé ne peut que constater voilà, la ville qui est quand même profondément transformée. On parle de métamorphose à un moment, mais c'est tout à fait exact. Ce qui ne signifie pas, contrairement à ce qu'on oublie parfois, que Jacques Chaban-Delmas avait été aussi un maire bâtisseur, un grand maire bâtisseur, et qu'il y avait eu aussi beaucoup de transformations, y compris dans le centre-ville, à l'époque de Jacques Chaban-Delmas. Donc, bien sûr qu'il y a cette métamorphose urbanistique, hein, tous ces grands chantiers qui ne sont pas terminés, avec de véritables projets urbains hein, bien réfléchis de la part d'Alain Juppé et de ses équipes. Mais il y a aussi d'autres marques. Par exemple, dans le domaine culturel, on s'est interrogé sur la continuité ou pas avec Chaban-Delmas, dont on savait qu'il avait fait une grande politique culturelle avec un budget colossal pour la culture. Alain Juppé a eu d'autres formes d'approche de la culture. Il n'y a plus de grandes initiatives de ce type, mais en même temps, le budget que la ville consacre durant la période où il est maire à la culture reste quand même un des plus élevés au niveau national. Et puis, il y a la patte aussi d'Alain Juppé en matière économique. C'est quelqu'un qui est un aspect des finances à l'origine, mais qui a voulu dès le départ, il a été d'ailleurs appelé par un certain nombre de patrons bordelais qui voulaient réveiller Bordeaux, et qui dès le début a voulu dynamiser cette économie et a eu de vrais projets pour transformer Bordeaux et la rendre plus dynamique. Alors il y a eu les grands chantiers effectivement, et l'urbanisme et l'économie sont très liés. Donc ça, c'est un aspect évidemment majeur de son bilan. Ajoutons à cela, dans le domaine, par exemple, religieux, il a poursuivi le dialogue qui assez traditionnel que la mairie entretenait avec les différentes communautés religieuses de Bordeaux. Mais il y a eu aussi une ouverture assez remarquée avec l'islam notamment, et avec l'imam Tarek Oubrou, qui a été salué et qui a eu un rayonnement à l'extérieur de Bordeaux, hein, justement, dans cette volonté de dialogue, de meilleure connaissance, de compréhension, qui ne lui a pas valu que des amitiés. Hein. Il faut quand même penser qu'il a eu des critiques extrêmement vives, notamment quand il a été candidat à la primaire de la droite, hein, Ali Juppé. C'était une critique très violente contre lui. Mais ce dialogue qu'il a institutionnalisé donc, à partir de 2008 entre les différentes communautés, c'est quelque chose qui fonctionne et qui donc, est à mettre à son acquis. Et puis, le rayonnement international de Bordeaux, qui existait déjà, mais qui à l'époque précédente était surtout marqué par les jumelages, par une politique de jumelage qui fonctionnait bien dans certains cas, pas très bien dans d'autres. Et Alain Juppé a dépassé cela. Il y a eu vraiment des grands projets, quasiment comme si Bordeaux était un État, si j'ose dire, avec d'autres pays. Lui-même ayant eu une expérience de ministre des Affaires étrangères et de Premier ministre, évidemment, il était en bonne position
propositions pour développer ça. Et Bordeaux, donc, sur des espaces d'ailleurs qui étaient bien ciblés par lui, l'Afrique, l'Asie, la Méditerranée, hein, et c'était évidemment fondamental. Et là, il y a de vraies réussites. Alors après, il a laissé une empreinte immense. Bien sûr. Vous parliez de la primaire à laquelle Alain Juppé a échoué en 2016 pour l'élection présidentielle de 2017. 5 ans plus tard, j'enchaîne un petit peu, désolé, il y a eu une nouvelle primaire ces derniers jours. Et c'est donc Valérie Pécresse qui sera la candidate Les Républicains en avril prochain. La présidente de la région Île-de-France a d'ailleurs de fortes attaches dans notre région, en Corrèze. Depuis 4 ans, elle organise sa rentrée politique à Brive chaque année. On va regarder, Bernard Lachaise, ce reportage consacré à ces attaches et puis on se retrouve juste après. Tous les étés, c'est ici que Valérie Pécresse devient corrézienne. Combresol, 340 habitants, le berceau de sa belle famille, où l'illustre vacancière vient se ressourcer depuis 27 ans. Elle passe souvent une quinzaine de jours en Corrèze. Je sais qu'elle va au Festival de la Vézère, elle y est très attachée, mais aussi elle fait beaucoup de marches. Elle vient à Brive régulièrement pour faire son shopping. Et puis, elle a des amis en Corrèze qu'elle aime bien rencontrer chaque fois qu'elle vient depuis de nombreuses années. Une présence discrète et pourtant remarquée, comme ici en 2011, sur le marché des Gletons. Elle a l'air d'être à la portée des gens, c'est vrai. Elle est sympa en plus. Des marchés aux sentiers de randonnée. Ici, Valérie Pécresse, mais c'est pas dans ceux de Jacques Chirac, un héritage qu'elle revendique à chacune de ses visites. Fondamentalement, moi je suis une enfant de Jacques Chirac, c'est-à-dire je suis l'enfant d'une droite qui est une droite non pas idéologue, mais une droite vraiment en action, en énergie. Cette filiation et son positionnement modéré lui ont attiré au fil des ans les suffrages d'une large frange de la droite locale. Je suis très proche de Valérie Pécresse depuis très longtemps, donc c'est vrai qu'on l'a toujours tout soutenu. Et puis Valérie est corrézienne d'adoption certes, mais la dernière corrézienne d'adoption était Bernadette Chirac. Donc elle est sur cette dynamique-là. C'est donc sur cette terre de première dame et de président que Valérie Pécresse organise sa rentrée politique chaque été depuis 4 ans, entourée d'élus locaux, persuadée qu'elle peut reprendre le flambeau. C'est une corrézienne, pourquoi pas une 3e corrézienne à la présidence, mais c'est vrai qu'elle est appréciée ici et elle vient ici depuis déjà un moment. Souvenez-vous, quand elle a fait sa rentrée de libre, c'était où? C'était à Brive et elle est revenue plusieurs années de suite. Une caution venue de la France rurale, précieuse pour la candidate des Républicains, qui doit nuancer son image de parisienne pour espérer remporter la présidentielle. Nuancer son image de parisienne pour espérer remporter la présidentielle, c'est primordial pour un homme politique, un candidat, d'avoir un ancrage local. C'est important. Certains présidents, comme Jacques Chirac qui a été cité, ou François Mitterrand, avaient ce véritable ancrage. Ou Valéry Giscard d'Estaing, avec l'Auvergne. D'autres présidents, je pense à Georges Pompidou par exemple, étaient certes originaires du Cantal, mais il n'avait été élu député du Cantal que 2 ans avant l'élection présidentielle. Et Charles de Gaulle n'avait pas d'attache provinciale forte, à l'exception de Colombey, mais il n'avait pas été élu avant la présidence. Et donc, lui n'avait pas ce rapport. Mais c'est important, là encore, pour des raisons culturelles en France, parce qu'il y a ce lien entre le politique et le terroir, en quelque sorte. On se souvient, Alain Juppé, le Landais Alain Juppé, avait dit Adichat lorsqu'il avait quitté la vie politique. Oui, et peut-être que les moments aussi où Alain Juppé est le plus à l'aise et donne une image un peu différente de celle qu'il a, c'est quand il est à un match de rugby ou quand il se trouve dans des contextes très régionaux, quelque chose qui lui parle, puisqu'il a quand même vécu son enfance et adolescence à Mont-de-Marsan. Alors Valérie Pécresse donc, sera la candidate Les Républicains pour la prochaine élection présidentielle. Est-ce qu'elle a des points communs avec Alain Juppé? Est-ce que vous retrouvez des thématiques dans son discours? Valérie Pécresse et Alain Juppé ont appartenu au même parti politique. Ils ont tous les deux été des Chiraciens. Et Alain Juppé, on ne peut pas être plus chiracien, le meilleur d'entre nous, selon la formule de Chirac, qu'il a toujours beaucoup soutenu. Valérie Pécresse a été effectivement aussi très proche de Jacques Chirac, sa collaboratrice.
Ils ont des points communs, bien entendu. Ils appartiennent à la droite. Après, vous n'ignorez pas les différences de position courants à l'intérieur. Voilà, et les positions qu'Alain Juppé a prises avec des amis proches de lui, comme Édouard Philippe, par exemple, avant de la présidentielle de 2017. Alors, je pense qu'actuellement, il ne peut pas prendre position puisqu'il est membre du Conseil constitutionnel, mais on voit bien à l'intérieur de cette famille que certains, effectivement, dorénavant, sont plus proches d'Emmanuel Macron que de Valérie Pécresse. Voilà. Parmi les différents candidats à cette élection, il y en a un, alors je reviens au côté ancrage local, il y en a un à qui on reproche justement de n'aller que dans les grandes villes. C'est Éric Zemmour. Quelques jours après son premier meeting de campagne, nous nous sommes donc posé cette question. Qui sont ses soutiens dans notre région ? En Nouvelle-Aquitaine, il serait 30 000, annoncent les représentants de l'association Les Amis d'Éric Zemmour. Et nous sommes allés à leur rencontre en Haute-Vienne. Et puis Bernard Lachaise, je ne manquerai pas de vous faire réagir juste après. Depuis le mois d'août, Daniel Papex était le délégué départemental de l'association des Amis d'Éric Zemmour. S'il va être désormais celui de Reconquête, le parti, il n'a pas attendu les officialisations de son champion pour constituer son équipe haut-viennoise. J'ai créé mon bureau avec une quinzaine de personnes. J'ai des fonctions bien particulières comme des ambassadeurs qui sont à la recherche de signatures de maire. J'ai des colleurs d'affiches, bien sûr. J'ai des tracteurs, des tracteurs de tractage. J'ai du boitage. J'ai plusieurs fonctions qui permettent de faire une campagne, quoi. Dans l'attente de l'officialisation, les ambassadeurs avaient déjà un peu tâté le terrain, mais ils ont véritablement débuté leur démarche de demande de parrainage depuis ce lundi matin. J'avais une liste et ce matin j'en ai appelé quelques-uns, effectivement, donc j'ai eu des réponses, sans dévoiler, j'ai eu plusieurs réponses négatives, mais ça ne m'a pas empêché de continuer à solliciter jusqu'à ce que j'ai fait la liste qui m'a été confiée. Parallèlement, Daniel Papex cherche également des profils de futurs candidats, notamment pour les législatives. Bien, c'est des gens qui ont une bonne culture politique déjà, parce que faut faire des discours à l'Assemblée nationale quand même, une bonne culture générale. Et puis ce sont des gens qui sont, alors beaucoup, à mon avis, ce sera pas du RN, ne croyez pas ça. Ça sera surtout des déçus des LR. À trouver, entre autres, parmi les sympathisants déclarés, Daniel Papex les chiffre actuellement à 700 en Haute-Vienne, qu'il faut aussi désormais transformer en militants. Bernard Lachaise, vous êtes historien, spécialiste de l'histoire politique française. Éric Zemmour est parfois et souvent dépeint comme la manifestation moderne d'un néofascisme. Est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que vous pouvez nous éclairer? En tout cas, c'est un candidat d'extrême droite et qui, contrairement à ce qu'il dit quand il se revendique du général de Gaulle ou du RPR, ne dit pas la vérité. Il instrumentalise le général de Gaulle, comme d'ailleurs beaucoup d'hommes politiques depuis un certain nombre d'années, mais il le fait en prenant des citations qu'il détache du contexte et dont il donne aujourd'hui le sentiment que c'est l'ensemble de la politique du général de Gaulle, ce qui est absolument faux. Donc c'est un candidat d'extrême droite, comme il y en a eu un certain nombre dans l'histoire depuis l'élection présidentielle au suffrage universel en 1965. C'est un candidat qui effectivement va avoir du mal sans doute à trouver ses parrainages depuis que la loi oblige donc les parrains à rendre public leur signature. Et si la France s'est sans doute droitisée, on l'a vu là dans la campagne du parti Les Républicains, elle n'est pas clairement à l'extrême droite. Donc il va y avoir des hésitations de ce point de vue-là. Lors de son meeting à Villepinte, son premier meeting de campagne, l'historien spécialiste de l'extrême droite, Nicolas Lebourg, il y a vu du Trump, du Le Pen, du Maigret. Oui, c'est
plus ça ressemble effectivement à ces candidatures précédentes. Il reprend les mêmes codes. Et beaucoup, effectivement, de comparaisons avec Trump. Et des spécialistes d'histoire américaine le soulignent, combien l'outrance, en quelque sorte, qui a pu caractériser Trump dans ses propositions, dans ses discours, dans ses rapports avec la presse, dans ses rapports avec les autres hommes politiques, avec les opposants, le droit d'honneur. Voilà, correspond beaucoup effectivement à la pratique, à ce que fait actuellement Éric Zemmour. Bernard Lachaise, c'est la fin presque, on touche à la fin de cette émission. Alors on va changer totalement de registre là, avec ce dernier reportage, avec ce boycott. Le boycott du foie gras cette semaine. Les mairies écologistes de Grenoble, Strasbourg, Lyon et Villeurbanne interdisent désormais le foie gras lors des réceptions officielles. Alors, c'est pas encore, il n'en est pas encore question à Bordeaux, mais ces boycotts font réagir dans notre région, terre de producteurs. C'est le cas notamment en Dordogne. Notre équipe s'est rendue sur le marché de Périgueux pour recueillir vos réactions. Grenoble, Strasbourg, Villeurbanne et désormais Lyon. Ces 4 municipalités écologistes ont toutes fait la même annonce. Fini le foie gras dans les réceptions officielles. Une décision qui, sans surprise, fait lever les yeux au ciel dans la capitale du Périgord. C'est une aberration. À force de tout supprimer, ça ne sera même plus la peine de vivre, quoi. Pour qu'on n'interdise pas la bêtise, parce que là, ça va être dur à faire. Motif principal évoqué par les mairies concernées, la production de foie gras serait incompatible avec le bien-être animal. Un argument balayé par les producteurs présents sur ce marché au gras. Nous produisons notre foie gras dans les règles de l'art, disons. Les animaux ne sont pas maltraités, bien au contraire. Sinon, sur les marchés, on n'aurait pas autant de succès. Ceux qui critiquent, ils ne savent pas ce qu'on fait. Nous, on élève nos bêtes, on les gave avec précaution. Si on maltraitait les bêtes, on aurait de mauvais résultats, on ne ferait pas de foie. À Strasbourg, là-bas, c'est eux qui ont commencé à produire le foie gras et on leur enlève ça. Je ne suis pas contre l'écologie, mais quand même, au bout d'un moment, il faut arrêter. Quant aux consommateurs présents sur le marché, ce bannissement symbolique du foie gras ne semble pas les faire culpabiliser. Le foie gras, ça fait partie des classiques de fin d'année. Et bon, on interdit le foie gras, pourquoi on n'interdirait pas aussi autre chose, quoi ? On va laisser chacun décider de son cas. Moi, je veux encore conserver du foie gras. Reste à savoir si cette décision fera boule de neige. À Bordeaux, le maire écologiste Pierre Urmic assure que la question n'est pas à l'ordre du jour. Alors en plus d'être historien, vous êtes originaire de Verteillac en Dordogne. Quel regard portez-vous là sur ces interdictions ? Je suis navré. Comment un Périgourdin pourrait ne pas être navré ? On peut effectivement penser, sans doute à juste titre, que ce n'est pas agréable pour une oie d'être gavée, ça je veux bien l'entendre, mais je suis contre l'élevage industriel, contre une méthode qui se fait à une telle échelle et dans de telles circonstances que c'est sans doute horrible. Mais je connais beaucoup de petits producteurs de foie gras en Dordogne et dans notre région qui, je crois, procèdent, le mieux possible et qui, en tout cas, font du très bon foie gras. Et je ne vois pas pourquoi on interdirait le foie gras. Mais ces interdictions, est-ce qu'elles témoignent aussi, quelque part, d'un changement dans notre société ? Oui, c'est sans doute peut-être accorder plus d'importance à la nature et aux animaux, bien entendu. Mais ce qui peut être choquant, on a commencé par parler tout à l'heure de la vaccination, mais peut-être que les mêmes qui refusent la vaccination sont favorables à l'interdiction du foie gras. Donc on peut toujours considérer que ce serait une absence de liberté si on allait jusqu'à une interdiction beaucoup plus large que dans les mairies pour consommer du foie gras. Et j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Ce sera le mot de la fin, Bernard Lachaise. Merci. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je le rappelle, votre livre Juppé, qui s'affiche 1995-2019, paru aux éditions Confluence, est à retrouver en librairie.